permettant de planifier, organiser et réguler les comportements orientés vers un but. Elle repose principalement sur l'inhibition, la mémoire de travail, la flexibilité cognitive et la planification. Donc, ces fonctions s'appuient sur un réseau fronto-pariétal composé du cortex et par le cortex préfrontal. La théorie de l'esprit correspond à la capacité à comprendre les états mentaux d'autrui, comme les pensées, les croyances et les émotions, ce qui en fait un véritable décodeur social. Elle comprend une dimension cognitive froide qui concerne les pensées et les croyances, et une dimension affective chaude qui concerne les émotions, avec des niveaux de complexité allant des inférences simples de premier ordre aux formes avancées comme la théorie de l'esprit avancée. Sur le plan neurobiologique, elle implique notamment le pôle temporal, l'amygdale et la jonction temporopariétale. Donc, en ce qui concerne les liens entre les fonctions exécutives et la théorie de l'esprit, sur le plan anatomique, plusieurs études ont montré que le cortex préfrontal joue un rôle important, d'une part dans le réseau cérébral impliqué dans le fonctionnement exécutif, et d'autre part dans le réseau cérébral impliqué dans la théorie de l'esprit. Dans cette optique, il serait donc intéressant d'étudier les liens entre ces deux processus de haut niveau à un niveau processuel. Donc, mais il est à signaler que les données scientifiques concernant la relation entre les fonctions exécutives et la théorie de l'esprit restent controversées et ne permettent pas d'aboutir à un consensus. Certains auteurs défendent une relation de dépendance entre ces deux processus, tandis que d'autres soutiennent leur indépendance. D'autres encore avancent l'hypothèse d'une interdépendance neurofonctionnelle. Cette question est particulièrement discutée chez les enfants présentant un TDAH, chez qui sont fréquemment rapportés à la fois des troubles exécutifs et des difficultés d'adaptation sociale. Donc, passons à la problématique et aux hypothèses. Donc, en se basant sur ces données théoriques, nous avons fondé notre problématique et nos hypothèses. Donc, notre travail d'étude avait comme objectif l'évaluation des fonctions exécutives chez les enfants avec TDAH de type mixte, l'évaluation des différents niveaux et dimensions de la théorie de l'esprit et l'étude du sens des relations entre fonctions exécutives et théorie de l'esprit chez les enfants tunisiens d'âge scolaire porteurs d'un TDAH mixte. Et afin d'opérationnaliser ces objectifs, nous formulons les hypothèses suivantes. Donc, la première hypothèse, nous attendons à mettre en évidence l'existence d'un déficit exécutif matérialisé par des performances significativement plus faibles aux épreuves évaluant le contrôle inhibiteur, la mémoire de travail et l'affluence cognitive chez les enfants avec TDAH comparés aux enfants neurotypiques. Pour la théorie de l'esprit, nous cherchons à mettre en évidence l'existence d'un dysfonctionnement des différents niveaux et dimensions de la théorie de l'esprit chez les enfants avec TDAH comparés aux enfants neurotypiques. Et finalement, nous cherchons à mettre en évidence l'existence d'associations, bien que faibles mais significatives, entre les fonctions exécutives et la théorie de l'esprit chez les deux groupes d'enfants. Donc, dans ce qui suit, nous présenterons la méthodologie de notre étude. Donc, notre population générale est composée de 32 enfants, 17 garçons et 15 filles tunisiens installés à Sfax, âgés de 6 à 13 ans, avec une moyenne d'âge 10,19. Ces enfants sont scolarisés dans des établissements publics et ont été répartis en deux groupes. Donc, le premier groupe est le groupe expérimental, composé de 15 enfants, 11 garçons et 4 filles, répondant aux critères de TDAH type combiné ou mixte, cités dans le DSM-5 et qui sont sous la méthylphénidate. Un groupe contrôle comportant 17 enfants, 6 garçons et 11 filles, qui ne présentent pas du TDAH ou autre trouble neurodéveloppemental. Ces deux groupes ont été appariés en fonction de leur niveau d'intelligence verbale et non verbale, évalués à l'aide des EDEI version arabe revisée par Dr Belger, et de leur niveau socio-économique. Pour le dépistage du TDAH, nous avons administré les échelles de Conners version parents et version enseignants pour les deux groupes.
Pour les épreuves utilisées, concernant les fonctions exécutives, nous avons eu recours au test de Stroop-Couleur pour l'évaluation de l'inhibition, la tâche d'emprunt de chiffres et le block tapping test ordre simple et à rebours pour la mémoire de travail verbale et visio-spatiale, et finalement la tâche de fluence verbale, sémantique, phonémique et alternée pour évaluer la flexibilité cognitive. Pour évaluer les différents niveaux et dimensions de la théorie de l'esprit, nous avons eu recours à l'administration de la batterie complète traduite et adaptée à la population tunisienne par Dr Salhi, évaluant différentes composantes des deux versions affectives et cognitives. Dans ce qui suit, nous présentons les résultats des analyses statistiques, l'interprétation et la discussion de ces résultats. Étant donné la non-normalité de la distribution de notre population, les scores ont été standardisés en score Z, permettant l'utilisation d'ANOVA univariés et à mesure répétée pour tester les deux premières hypothèses. Par ailleurs, des analyses corrélationnelles avec R de Pearson ont été réalisées afin d'examiner les liens entre les fonctions exécutives et la théorie de l'esprit, tant cognitive qu'affective, en lien avec la troisième hypothèse. Donc, comme les résultats des analyses statistiques ont abouti à des différences non significatives entre les groupes de notre étude au seuil de 5% en termes de fonctionnement exécutif et de la théorie de l'esprit. Maintenant, on dirait donc les résultats, nous allons essayer de discuter ces résultats. Donc concernant les fonctions exécutives, les résultats concernant ce fonctionnement s'inscrivent dans la continuité des conclusions de Willcott et ses collaborateurs en 2005, qui mettent en évidence des tailles d'effets modérés et une absence d'universalité des déficits exécutifs dans le TDAH. Ainsi, les altérations des fonctions exécutives ne constituent ni une condition nécessaire ni suffisante pour expliquer la symptomatologie du TDAH. Cela souligne donc l'importance d'une approche clinique globale intégrant l'observation clinique en complément des données quantitatives. Concernant les comparaisons intragroupes, et en ce qui concerne l'analyse des différences intragroupes dans le fonctionnement exécutif, les résultats confirment l'existence de difficultés à réaliser les tâches et les planches, mobilisant des processus exécutifs comparés aux autres tâches, et ceci peut être expliqué par l'importance de la charge cognitive mobilisée lors de la réalisation de ces différentes tâches. Concernant la discussion des résultats de la théorie de l'esprit, les données de la littérature ont relevé des effets similaires aux résultats de notre étude. En effet, Sharman et Pizzianti et leurs collaborateurs ont évalué les capacités de la théorie de l'esprit cognitive et affective chez des enfants d'âge scolaire porteurs du TDAH et ont montré des différences non significatives entre ces enfants et ceux du groupe contrôle. Quant à la troisième hypothèse, donc le lien entre nous présentons ici juste les corrélations significatives. Concernant le fonctionnement exécutif et la théorie cognitive, les résultats sont globalement non significatifs à l'exception d'une corrélation négative modérée entre les tâches de second ordre, de deuxième ordre et de l'indice d'interférence chez les enfants du TDAH. Pour la théorie de l'esprit affectif, chez les enfants porteurs de TDAH, les capacités de détection de l'intention et de l'arousal, ainsi que l'attribution d'émotions, sont modérément liées à la résistance de l'interférence. De plus, l'identification des émotions apparentes et réelles est associée à la mémoire de travail visio-spatiale. Par ailleurs, dans les deux groupes, les performances aux tâches de faux pas social sont positivement et modérément corrélées à la flexibilité mentale. Elles sont également liées à la mémoire de travail verbale chez les contrôles et à la mémoire de travail visio-spatiale chez les enfants avec TDAH. Dans la continuité des résultats présentés, le lien entre les fonctions exécutives et la théorie de l'esprit cognitif apparaît globalement faible chez les enfants porteurs du TDAH, suggérant des processus distincts, à l'exception des tâches de deuxième ordre, modérément liées à l'inhibition, comme on l'a également montré Sedien et ses collaborateurs.
En revanche, la théorie de l'esprit, notamment les tâches de faux pas social, montre une interdépendance avec plusieurs composantes exécutives, à savoir l'inhibition, la mémoire de travail et la flexibilité, en accord avec les travaux de Fay et Simon, ainsi que ceux de Marie et ses collaborateurs. Ainsi, dans l'ensemble, les fonctions exécutives et la théorie de l'esprit cognitive et affective semblent relativement interdépendantes, mobilisant des processus en partie distincts, ce qui pourrait expliquer, selon Ahmed et ses collaborateurs, par l'implication d'autres mécanismes cognitifs dans les tâches de la théorie de l'esprit. Donc, à la suite de ces résultats, nous pouvons conclure que les fonctions exécutives et la théorie de l'esprit apparaissent comme des systèmes fonctionnels dissociables, organisés en réseaux spécialisés et relativement indépendants. Cette organisation reflète la nature modulaire du cerveau qui se spécialise progressivement au cours du développement. Ainsi, compétences sociales et capacités exécutives peuvent suivre des trajectoires distinctes, ce qui éclaire les profils atypiques comme le TDAH. Sur le plan clinique, ces données suggèrent que les enfants avec TDAH ne présentent pas nécessairement un déficit de compréhension des états mentaux, mais plutôt des difficultés de régulation des réponses malgré une possible hypersensibilité émotionnelle. L'ensemble de ces résultats ouvre plusieurs pistes de réflexion qui méritent d'être approfondies dans les futures recherches. D'abord, en vue de pallier certaines limites relatives à la présente recherche, il serait pertinent de recruter un échantillon plus large en termes d'effectifs, de recruter des enfants porteurs du TDAH naïfs de tout traitement afin d'isoler la véritable empreinte naturelle du trouble et d'utiliser des tâches écologiques dans l'évaluation afin de bien étudier le retentissement du trouble sur la vie quotidienne des patients. Concernant les recherches futures, l'hétérogénéité des données empiriques montre en évidence l'importance d'une approche individualisée, tant sur le plan diagnostique que thérapeutique chez les enfants avec TDAH, et d'élaborer plus d'études dans le but de résoudre le débat scientifique existant afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les enfants porteurs du TDAH dans leur vie quotidienne et de leur garantir une prise en charge plus adaptée. Donc, nous arrivons à la conclusion de ce travail. En synthèse, cette étude nous a permis d'examiner chez des enfants d'âge scolaire porteurs d'un TDAH type mixte les capacités dans le domaine de la théorie de l'esprit et des fonctions exécutives et les liens entre ces deux fonctions de haut niveau. Les résultats obtenus ont montré des performances préservées en théorie de l'esprit et en fonctions exécutives, ainsi que l'existence d'une interdépendance relative entre ces deux processus de haut niveau chez cette population. De ce fait, nous pouvons conclure qu'il n'existe pas un profil cognitif unique et universel et que chaque fonctionnement est singulier. Et par ailleurs, la préservation des performances cognitives n'exclut pas un retentissement fonctionnel significatif dans la vie de tous les jours. Et merci pour votre attention.